Le jour où mon mari m'a dit que je ne survivrais jamais sans lui, il mâchait une bouchée de pain à l'ail. Ce détail m'est resté en mémoire. L'odeur du beurre et de l'ail rôti embaumait la cuisine, mêlée à celle du vin rouge bon marché qu'il achetait toujours en promotion. La lumière du plafond clignotait par intermittence et la pluie tambourinait doucement contre la fenêtre au-dessus de l'évier. L'atmosphère aurait dû être chaleureuse. Au lieu de cela, j'ai ressenti comme un avertissement. Tu devrais vraiment réfléchir à ce que tu dis, lui ai-je dit à voix basse. Je ne te demande pas la maison. Je veux juste ma part de l'entreprise. Ethan a reniflé. Des miettes sont tombées dans son assiette. Notre entreprise, a-t-il répété en traînant sur le mot. C'est mignon. Je l'ai dévisagé. Pendant 10 ans, c'était moi qui ouvrais la boutique à 6 heures du matin. Je gérais les stocks, les fournisseurs, la paie, le site web, les réclamations des clients et la comptabilité. J'avais même réparé moi-même le toit qui fuyait un hiver, alors qu'il prétendait être trop occupé. Occupé à regarder du sport, occupé à boire avec ses amis. Il était toujours occupé à faire tout sauf travailler. Mais la licence commerciale était à son nom. Parce qu'à nos débuts, je lui faisais confiance. Grosse erreur. Tu sais que j'ai bâti cet endroit de A à Z, lui ai-je dit. Il a ri, se laissant aller dans son fauteuil. Non, ma chérie, a-t-il dit. Tu as aidé. C'est très différent. Le mot « ma chérie » m'a transpercé comme une gifle. Je travaillais 12 heures par jour. J'ai craqué. J'ai raté des fêtes. J'ai raté le mariage de ma sœur parce qu'on ne pouvait pas fermer la boutique. N'ose même pas faire comme si je t'aidais. Ethan s'est essuyé la bouche avec une serviette, puis s'est penché en avant. Soyons honnêtes, a-t-il dit doucement. Tu n'es rien sans moi. J'ai eu un haut-le-cœur. Quoi? Tu m'as bien entendu? Son regard était froid maintenant. Tu crois que les clients viennent pour toi? Ils viennent parce que c'est ma boutique. Mon nom sur l'enseigne. Ma réputation. Cette réputation existe grâce à moi. Ai-je dit? Il a secoué lentement la tête comme si j'étais une enfant qui ne comprenait rien aux maths. Tu ne t'en sortirais jamais toute seule, a-t-il dit. Tu n'as pas le courage. La pluie redoublait. Ou peut-être était-ce juste le sang qui battait dans mes oreilles. J'ai survécu avant toi, dis-je. Il eut un sourire narquois. Ouais, à faire quoi? Ce boulot de bureau sans avenir? À faire des tableurs pour un patron qui ne connaissait même pas ton nom. Au moins, il me respectait, murmurai-je. Le sourire d'Ethan s'effaça. Attention, dit-il. Tu commences à avoir l'air ingrate. Ingrate. Le mot résonna dans ma tête comme une mauvaise blague. 10 ans de sueur, de stress et de nuits blanches, et j'étais ingrate. Pourquoi? Demandai-je. Pour avoir été traitée comme une main-d'œuvre non rémunérée. Il posa son verre de vin avec fracas. Pour tout ce que je t'ai donné, aboya-t-il. Cette maison, cette entreprise, cette vie. Je regardais autour de moi, la cuisine, les placards ébréchés, le papier peint qui se décollait, le réfrigérateur qui grinçait à chaque fois qu'il se mettait en marche. Cette vie, dis-je doucement. Il se leva, dominant la table de toute sa hauteur. Tu ne serais rien sans moi, répéta-t-il. Pas de maison, pas d'économie, pas d'entreprise. Tu crois vraiment que quelqu'un va embaucher une femme de 40 ans sans diplôme et avec 10 ans d'interruption dans son CV? Chaque mot me transperçait la poitrine. J'ai de l'expérience, dis-je. Tu as un mari, corrigea-t-il. Voilà ton expérience. Ma gorge se serra. Tu y crois vraiment? Demandai-je. Il haussa les épaules. La réalité n'est pas toujours rose. Un silence pesant s'installa. La pluie continuait de tomber. Quelque part dans le salon, la télévision était encore allumée. Un rire enregistré résonnait faiblement, comme pour se moquer de moi. Je veux divorcer, dis-je. Il ne s'y a même pas. Très bien, dit-il. Mais tu n'auras pas l'entreprise. J'ai droit à la moitié. Pas légalement, dit-il. Vérifie les papiers. Tout est à mon nom. Ma main se mit à trembler. Tu as dit qu'on était associés. On était mariés, dit-il. C'est différent. Alors c'est fini, murmurai-je. 10 ans et je repars les mains vides. Il prit un autre morceau de pain à l'ail.
Voilà comment ça marche quand on épouse quelqu'un de plus riche. Ces mots m'ont blessé plus que tout ce qu'il avait dit auparavant. Épouser quelqu'un de plus riche. Comme si j'étais une assistée. Comme si je n'avais pas construit chaque centimètre carré de cette boutique de mes propres mains. Tu crois vraiment que je ne peux pas survivre seule? Ai-je demandé. Il ne m'a même pas regardé. Non, a-t-il simplement dit. Tu ne peux pas. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste silencieusement, comme un fil qui finit par céder après avoir été trop tendu trop longtemps. D'accord, ai-je dit. Il a levé les yeux, surpris. D'accord, quoi? D'accord, ai-je répété. Tu as gagné. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Malin. Je me suis levé de table. J'avais les jambes en coton, mais j'ai continué mon chemin, traversant la cuisine, puis le salon, montant les escaliers et entrant dans notre chambre. J'ai fermé la porte et me suis assise sur le bord du lit. Pendant quelques secondes, je suis restée à fixer le mur. Puis j'ai ouvert le tiroir du bas de la table de chevet. À l'intérieur se trouvait une petite enveloppe, mon fonds d'urgence. Chaque fois que je faisais la comptabilité à la boutique, j'arrondissais les chiffres à l'inférieur. Des petites sommes. 5 $ par-ci, 10 $ par-là. Rien de bien important. En 10 ans, la somme avait fini par s'accumuler. Je l'ai compté une fois. 38 000 $. Ethan n'en avait aucune idée. À l'époque, je me disais que c'était juste pour les urgences. Je ne me rendais pas compte que c'était lui l'urgence. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac à main. En bas, je l'entendais rire devant la télé comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas anéanti 10 ans de notre mariage en quelques phrases imprudentes. Je suis retournée dans la cuisine. Il a levé les yeux. « Où vas-tu » a-t-il demandé. « Faire un tour en voiture. » Ai-je répondu. Il a haussé les épaules. « Ne sois pas dramatique. » Je n'ai pas répondu. J'ai pris mes clés et je suis sortie sous la pluie. Le lendemain matin, j'étais assise en face d'une avocate, Madame Delgado. Son bureau sentait le nettoyant au citron et les vieux livres. Les stores étaient à moitié baissés, laissant filtrer de fins rayons gris du matin. Elle ajusta ses lunettes et feuilleta mes papiers. L'entreprise est légalement à son nom, mais vous êtes marié depuis 10 ans et vous avez clairement contribué à son développement, dit-elle. J'ai tout fait, répondis-je. Elle m'adressa un petit sourire compatissant. Je vous crois. Le problème, c'est ce qu'on peut prouver. Mon estomac se noie. Donc, je n'obtiens rien. Pas forcément, dit-elle. Il y a des moyens de négocier un rachat. Un rachat? Répétai-je. Oui. Vous pourriez proposer de racheter sa part. Je ris doucement. Avec quel argent? Elle croisa les mains sur le bureau. Avez-vous des économies dont il n'est pas au courant? J'hésitai. Puis je sortis lentement l'enveloppe de mon sac. Ses sourcils se levèrent. Eh bien, dit-elle, c'est un début. 3 semaines plus tard, Ethan et moi étions assis face à face dans une salle de conférence. Entre nous se trouvait une longue table, une pile de documents et 2 avocats. Ethan semblait détendu, presque suffisant. Il se laissa aller dans son fauteuil, les bras croisés. Alors, dit-il, finissons en. Madame Delgado s'éclaircit la gorge. Mon client a une proposition, dit-elle. Ethan leva les yeux au ciel. À moins qu'elle ne s'en aille discrètement, ça ne m'intéresse pas. J'avalai ma salive. Madame Delgado me fit glisser un document. De l'autre côté de la table, Ethan y jeta un coup d'œil. Son expression changea. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Ma cliente propose de racheter l'entreprise » répondit-elle calmement. Il rit. Un vrai rire. « Avec quel argent » demanda-t-il. « Ses économies sur les courses » répondit-il. Madame Delgado ne sourit pas. « Veuillez lire l'offre en entier. » Le regard d'Ethan glissa le long de la page. Son rire s'éteignit. Il fronça les sourcils. Puis son visage pâlit. « Où avez-vous trouvé une telle somme » demanda-t-il en me fixant. Je croisai son regard pour la première fois depuis des semaines. Et pour la première fois, il ne semblait pas aussi sûr de lui. Car le chiffre sur ce papier n'était pas seulement 38 000 $. C'était bien plus.
Et il n'en avait aucune idée. Je posai les mains sur la table. Lisez la dernière page, dis-je doucement. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'il la tourna. Et c'est à ce moment précis que son expression passa de la suffisance à la terreur. Les yeux d'Ethan parcoururent à nouveau la dernière page. Puis, une fois encore, ses lèvres. Il entr'ouvrit légèrement les yeux, comme s'il cherchait ses mots, mais n'y parvenait pas. Ça, dit-il d'une voix tendue. Ce n'est pas possible. Son avocat se pencha vers moi, ajustant ses lunettes. Monsieur Carter, il semblerait que votre femme bénéficie d'un financement extérieur. Ethan me regarda comme si j'avais deux têtes. De qui, lança-t-il sèchement. Qui vous prêterait une telle somme? Je ne répondis pas tout de suite. Au lieu de cela, je fouillai dans mon sac et fis glisser une seconde enveloppe sur la table. Ouvrez-la, dis-je. Il me fixa, méfiant. Puis il l'ouvrit d'un coup sec. À l'intérieur, une simple feuille de papier, un en-tête, une signature et un nom qu'il connaissait très, très bien. Il pâlit. Vous plaisantez, murmura-t-il. Madame Delgado prit la parole calmement. L'offre comprend le soutien total d'un partenaire silencieux. Si vous refusez, nous sommes prêts à procéder à un audit complet des comptes de l'entreprise sur les 10 dernières années. Ethan tourna brusquement la tête vers elle. Quel audit? Elle joignit les mains. Mon client a des raisons de croire qu'il pourrait y avoir des irrégularités dans la gestion de certains fonds. Sa mâchoire se crispa. De quoi parlez-vous? Je me penchai en avant. Vegas, dis-je doucement. Son regard croisa le mien. Il y a 3 ans, poursuivis-je, quand vous m'avez dit que le fournisseur avait augmenté ses prix. Vous vous souvenez? Il déglutit. C'était vrai. Non, dis-je, ce n'était pas vrai. Je fis glisser un autre document sur la table. Des relevés bancaires, des transactions surlignées, de multiples retraits, des milliers de dollars à la fois, tous prélevés sur le compte de l'entreprise, tous dans des casinos. Tout cela au cours de la même semaine où il prétendait que nous étions à peine à l'équilibre. Les sourcils de son avocat se levèrent. « Monsieur Carter, dit-il prudemment. » Le visage d'Ethan était devenu rouge terne et tacheté. C'était un voyage d'affaires, marmonna-t-il. Au Bellagio, demandai-je. Silence. Tu m'as dit que tu négociais un nouveau contrat avec un fournisseur, poursuivis-je. Mais en réalité, tu perdais l'argent de nos stocks aux tables de blackjack. Ses doigts se crispèrent en poing. Tu as fouillé dans mes comptes? Nos comptes. Corrigeai-je. Eh oui, c'est bien moi. Madame Delgado reprit la parole. Si cette affaire est portée devant les tribunaux, ces transactions seront examinées en détail, ainsi que plusieurs autres. Elle tapota la pile de papier. Ethan les fixa comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Son avocat s'éclaircit la gorge. Ethan, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Ethan ne répondit pas. Il continua de fixer le papier devant lui. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Même le bourdonnement du néon semblait plus fort que d'habitude. Finalement, il leva les yeux vers moi. « Tu m'as piégé, dit-il. » Je secouai la tête. « Non, dis-je calmement. Tu as tout fait toi-même. Toi-même. » Il laissa échapper un souffle rauque. « Tu te crois si malin, » murmura-t-il. Je ne réagis pas. Parce que ce n'était pas une question d'intelligence. C'était une question de survie. Madame Delgado lui tendit légèrement le document. L'offre est valable 72 heures, dit-elle. Si vous refusez, nous engagerons des poursuites. Son avocat se pencha vers lui. Ethan, murmura-t-il. Si ces déclarations sont exactes, la situation pourrait très mal tourner. Ethan serra les dents. À quel point? Dans le pire des cas, dit son avocat à voix basse. Vous pourriez être accusé de fraude. Au minimum, vous perdriez l'entreprise, sans compter les frais d'avocat. Ethan déglutit difficilement. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il me parut petit, comme si toute son arrogance l'avait quitté. Il se retourna vers moi. « Tu ferais vraiment ça ?» demanda-t-il. Je soutins son regard. « Tu as dit que je ne survivrais pas seul, » répondis-je. Alors, je me suis dit que j'allais m'assurer de ne pas avoir à le faire,
dit-il d'un ton crispé. Tu es en train de me détruire. Non, dis-je doucement. Je te rachète tes parts, exactement comme tu as dit que je ne pouvais pas. Il baissa les yeux. Je relisais le contrat, puis le chiffre, puis la lettre du partenaire silencieux. Pourquoi te soutiennent-ils? Demanda-t-il. Qu'est-ce qu'il y gagne? Je faillis sourire. Retourne la lettre, dis-je. Il la retourna. Au verso, une note manuscrite, courte et simple. C'est toi qui as bâti cet endroit, pas lui. Les yeux de Frank Ethan s'écarquillèrent. Frank, murmura-t-il. Oui, Frank. Le vieil homme qui tenait la quincaillerie d'à côté. Celui-là même qu'Ethan traitait toujours d'incapable parce qu'il refusait de vendre son immeuble. Celui-là même qui s'asseyait tous les matins à notre comptoir, à boire du café et à bavarder avec moi pendant que je gérais l'inventaire. Celui-là même qui m'avait dit un jour, « Mon garçon, tu gères cet endroit mieux que n'importe quel patron que j'ai jamais vu. » Ce qu'Ethan ignorait, c'est que Frank avait vendu son immeuble 6 mois plus tôt à un prix exorbitant, et il se souvenait parfaitement de qui l'avait traité avec respect pendant 10 ans. Ethan me regarda, abasourdi. « Il te soutient. » J'acquiesçai. « Pourquoi? » demanda-t-il. « Parce qu'il croit en moi, dis-je. Chose que tu n'as jamais faite. » Le silence retomba dans la pièce. Ethan regarda le contrat, puis son avocat, puis de nouveau moi. Ses épaules s'affaissèrent. « Très bien, » dit-il doucement. Le mot plana dans l'air. Madame Delgato se pencha en avant. « Est-ce que cela signifie que vous acceptez l'offre? » Il ferma les yeux un instant, puis hocha la tête. « Oui. » 2 semaines plus tard, l'enseigne du magasin changea. L'ancienne indiquait « Carter's Corner Market ». La nouvelle « Maya's Market ». Je restai sur le trottoir, les yeux rivés sur l'enseigne. Le soleil du matin se reflétait sur la peinture fraîche. L'air embaumait le café torréfié qui s'échappait du magasin. Frank se tenait à côté de moi, les mains dans les poches. « Ça a l'air bien, » dit-il. J'acquiesçai, la gorge serrée. « Oui, » dit-il en me lançant un regard en coin. « Tu es un peu nerveuse. »« Tant mieux, » dit-il. « Ça veut dire que tu t'en soucies, » dis-je en souriant. À l'intérieur, la clochette au-dessus de la porte tinta lorsque la première cliente entra. Madame Thompson. Elle vient ici tous les matins depuis 8 ans. Eh bien, dit-elle en regardant autour d'elle. L'endroit est déjà plus lumineux. Je ris. Nouvelle peinture, nouveau propriétaire, corrigea-t-elle. Elle s'approcha du comptoir. Un café et un muffin aux myrtilles, s'il vous plaît. J'arrive. Tandis que je versais le café, mes mains étaient sûres d'elle. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur. 1 mois plus tard, les affaires marchaient mieux que jamais. Les clients avaient remarqué les changements. Des étagères plus propres, un meilleur éclairage, une nouvelle carte de sandwich et un grand tableau noir près de la caisse où l'on pouvait lire « Employé du mois, Rosa ». Car, contrairement à Ethan, je pensais que chacun méritait d'être reconnu. Un après-midi, alors que je faisais la comptabilité, la sonnette retentit. Je levai les yeux. Ethan. Il avait changé. Plus de montre de luxe, plus d'assurance, juste une veste simple et des yeux fatigués. Il s'approcha lentement du comptoir. « Je venais juste récupérer mes dernières affaires, » dit-il. J'acquiesçai. « C'est dans l'arrière-boutique. » Il hésita. « Les affaires marchent bien, » ajouta-t-il. « C'est vrai, » dis-je. Silence. Puis il s'éclaircit la gorge. « Tu avais raison, » dit-il. Je haussai un sourcil. « À propos de quoi ?» Il déglutit. « Tu n'avais pas besoin de moi pour survivre. » J'observai son visage. Pour une fois, aucune arrogance, juste du regret. « Je n'ai jamais eu besoin de toi pour survivre, » dis-je doucement. Je voulais juste un associé. Il acquiesça lentement. « Je le sais maintenant. » Il prit une petite boîte derrière le comptoir. « Prends soin de l'endroit, » dit-il. « Je le ferai. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Tu sais, » dit-il sans se retourner, « je pensais vraiment que tu allais échouer. » Je faillis rire. « Moi aussi, avouai-je. » Il se retourna vers moi, surpris. « Mais parfois, dis-je, on se surpasse quand on n'a pas le choix. » Il hocha la tête une fois,
puis partit. La clochette tinta derrière lui. Et voilà, 10 ans de mariage s'envolaient. Mais cette fois, je n'étais pas reparti les mains vides. J'ai regardé autour de moi, la boutique, les clients, la nouvelle enseigne, la vie que j'avais bâtie de mes propres mains. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti